Dans cette vidéo, qui fait suite à la vidéo où on a pu aborder quelques éléments topographiques de la cavité thoracique, on va aborder l'anatomie de la crosse aortique, crosse de l'aorte. Donc, petit rappel sur l'aorte. L'aorte, c'est le plus gros vaisseau de l'organisme qui fait suite au ventricule gauche, et du coup, ventricule gauche qui est le ventricule qui va envoyer le sang dans la circulation systémique du corps, par opposition au sang de l'artère pulmonaire qui, elle, va être envoyée dans la circulation du même nom, la circulation pulmonaire. Donc l'aorte présente au moins 3 parties à décrire. Alors, ça dépend des auteurs, il y a des classifications différentes, mais schématiquement, en gros, l'aorte commence par une portion ascendante, puis horizontale. Donc ces deux portions ascendantes et horizontales vont former ce qu'on appelle la crosse aortique, sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et ensuite, une portion descendante qui elle-même va être composée de 2 portions, une portion thoracique d'abord, puis une portion abdominale. Portion abdominale qui sera la dernière portion de l'aorte avant sa division en ces 2 branches terminales que sont les artères iliaques primitives, droite et gauche. Ici, on les représente ici. Donc ce sont les artères, on peut dire, terminales fonctionnelles, et il existe une artère dite sacrée médiane qui est un peu en continuité du trajet de l'aorte et qui serait, de quelque manière, une terminale atavique de l'aorte. Donc, 3 portions, je viens de le dire, à partir de son origine, depuis l'orifice dit aortique, orifice valvulé qui fait suite à ventricule gauche, ici. On a donc une portion ascendante, suivie d'une portion horizontale, qui se termine au niveau du corps de la 4e vertèbre thoracique, comme ceci, et qui devient donc ensuite aorte thoracique jusqu'à T12, au niveau du passage dans le hiatus aortique, où elle devient ensuite aorte abdominale. Donc l'aorte abdominale, je l'ai déjà traitée, elle est disponible sur la chaîne pour connaître son anatomie. Donc aujourd'hui, comme je vous dis, on aborde la crosse aortique, et dans les vidéos suivantes, on abordera effectivement l'aorte thoracique. Comme ça, on aura traité l'ensemble de l'aorte. Et donc ensuite, terminaison de l'aorte abdominale ici. Le sommet de la crosse aortique est situé environ à 2 cm en dessous de la fourchette sternale, la partie postérieure. Donc elle est quasiment palpable. Si on arrive à appuyer, à déprécier suffisamment les tissus. Voilà pour la description de l'aorte. Donc elle est située, la crosse aortique, elle est située dans la partie supracardiaque, puisqu'on là on va être au niveau médiastinal, c'est-à-dire que effectivement la partie médiane de la cavité thoracique est occupée par les organes du médiastin, et les 2 tiers supérieurs en avant sont occupés par le cœur. Et donc le tiers supérieur, lui, va être occupé entre autres par la portion ascendante de la crosse aortique, ce qu'on vient de décrire ici. Autre repère que je n'ai pas mentionné ici, mais au niveau de l'orifice aortique, on se situe à peu près au niveau T5, T6 ici. Voilà, et là, 2 cm. Donc je vais représenter maintenant sur ce schéma topographique la crosse de l'aorte en question. Comme ceci, je vais faire ressortir son pourtour
en blanc pour une meilleure visualisation. Et donc ici, on aperçoit vraiment son trajet en forme de crosse, hein, situé à peu près à 2 cm en dessous de la fourchette sternale. Puis ensuite, comme on va le voir sur un autre schéma, on pourra voir effectivement son trajet plus en détail. Donc ensuite, on peut parler rapidement justement de son homologue dans le pédicule artériel, qui est le tronc pulmonaire, qui donne naissance aux 2 artères pulmonaires qu'on représente ici, et donc qui présente un rapport très intime puisque les 2 vaisseaux sont vraiment entourés, il y a vraiment une torsion entre les 2 vaisseaux, ceci qui s'explique par l'embryologie du cœur. Donc pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Par contre, on représente donc le tronc pulmonaire, l'artère pulmonaire ici, et la torsion des 2 vaisseaux et sa division. Donc bien sûr, l'artère pulmonaire droite va passer en dessous de la crosse de l'aorte pour rejoindre ensuite la bronche souche droite. Donc cela étant dit, on va maintenant s'intéresser à donc le trajet vraiment de l'aorte depuis son origine, qu'on va représenter, jusqu'à sa terminaison sur une coupe sagittale. Donc à l'origine, je vais vous présenter une petite coupe qui va passer par les 2 atriums. Donc là, je représente schématiquement les 4 cavités cardiaques. Donc le ventricule droit, le ventricule gauche, l'oreillette droite, l'oreillette gauche, la torsion entre l'origine des 2 infundibulums des ventricules cardiaques, ici, avec l'origine des vaisseaux. Voilà. Comme ceci. Et leur torsion, le fait que les 2 vaisseaux s'enroulent l'un sur l'autre. Comme ceci. Et donc la coupe en question va passer donc par les atriums, mais on va aussi sectionner les 2 vaisseaux pour voir leurs origines qui sont valvulées. Donc voilà, on va couper comme ceci le cœur et on va représenter donc l'origine de l'orifice aortique. Voilà. Donc là, on représente les auricules droits du cœur, en arrière duquel on retrouve les oreillettes droites et gauche. Donc ici c'est l'oreillette gauche, avec à sa partie antérieure on retrouve la valvule mitrale qui fait communiquer donc l'oreillette droite avec le ventricule, l'oreillette gauche pardon, avec le ventricule gauche. Et ici on représente la face antérieure, paroi antérieure de l'oreillette droite avec la valvule tricuspide, ici qui fait communiquer l'oreillette droite avec le ventricule droit. Ici, je l'ai dit, on retrouve
les auricules qui viennent recouvrir le cône artériel qu'on va représenter. Et ici, on a le septum interatrial. En avant, on retrouve donc l'orifice aortique qui naît de ventricule gauche et donc qui reçoit le sang de ce ventricule à destinée de la grande circulation, la circulation systémique. C'est un orifice, l'orifice aortique, c'est un orifice valvulé qui présente à décrire 3 valvules sigmoïdes, donc qui sont concaves en haut, et dont on trouve à l'extrémité une valvule, un nodule, pardon, au sommet de la valvule, qu'on appelle le nodule d'Arancius. Et donc ici, cet orifice aortique, juste après son origine, présente ici 2 orifices qui sont les orifices d'origine des artères coronaires. On le verra quand on parlera des branches collatérales de la crosse aortique. En avant donc de cet orifice aortique, on retrouve donc l'orifice pulmonaire. Pareil, lui aussi présente des valvules sigmoïdes, donc concaves en haut également, et inversement conformées. Voilà, elle présente également des nodules qui pour le coup ne vont pas s'appeler nodules d'Arancius mais de Morgagni. Donc on a ici une représentation de l'origine de l'orifice aortique de la crosse aortique. Ensuite, on va s'intéresser au trajet de cette crosse aortique. Donc on va représenter un schéma, donc une coupe parasagittale passant à gauche, et donc qui nous permet de voir la partie latérale gauche de la crosse aortique. Donc je vais prendre du blanc. Voilà. On représente le manubrium sternal ici, avec la surface articulaire de la clavicule pour l'articulation sterno-costo-claviculaire, la surface articulaire avec le premier cartilage costal, ici l'angle de l'ouïe, ici donc la jonction entre manubrium sternal et corps du sternum. Et ensuite on représente troisième cartilage repère, troisième cartilage chondrocostal repère intéressant. Ensuite le quatrième, voilà, et ensuite on sectionne le sternum. On représente en bleu, on va représenter les fameux cartilages costaux. Ici, qu'on va sectionner. Et en arrière, on va représenter les vertèbres dorsales, schématiquement. Hein. Donc ici, effectivement, on a la première, T1, T2, T3, T4, T5,
et T6. Voilà, comme ceci. Donc, sur ce schéma, je vais orienter. Pardon, j'ai oublié d'orienter le schéma. Donc ici, c'est crânien. Et ici, c'est l'avant, c'est ventral. Et ici, pardon, je ne l'avais pas orienté non plus. Ici, c'est ventral. Et ici, c'est latéral droit. Avec l'oreillette droite et l'oreillette gauche. La crosse aortique maintenant, donc depuis son origine, son trajet jusqu'à sa terminaison qui est située en T4. Donc on a dit que l'origine se faisait à peu près au niveau T5, T6, au niveau du troisième cartilage costal. Donc ici on va le représenter avec sa valvule, son orifice aortique valvulé. Donc, il présente donc des valvules, donc une valvule postérieure, une valvule sigmoïde postérieure, une antérieure gauche et une antérieure droite. Voilà. Et donc voilà, je ne l'ai pas fait ici. Donc là, postérieure, antérieure droite, antérieure gauche, et pareillement postérieure gauche ici, donc c'est inversement conformé, postérieur droit et valvule antérieure. Donc, juste après l'origine de la crosse aortique, on a une dilatation qu'on appelle le sinus de Valsalva. Valsalva, comme la manœuvre, je vais écrire ici. Voilà, donc sinus de Valsalva. Donc ici, on est sur la portion ascendante de la crosse aortique qui va se faire sur 7 cm. Voilà, hauteur à peu près moyenne pour un individu moyen de 7 cm. Ensuite, on a la portion horizontale de la crosse qui elle aussi présente un sinus, une dilatation qui grossit avec le temps, donc qui est plus importante chez les personnes âgées, qu'on appelle le grand sinus aortique. Voilà, pas de nom propre ici. Donc c'est à cet endroit-là qu'on trouve l'origine des plus grosses artères collatérales de la crosse aortique. Et donc, arrivé à la face antérieure gauche du corps vertébral de T4, on change de vaisseau, enfin c'est le même vaisseau, mais on ne l'appelle plus la crosse aortique, on l'appelle désormais l'aorte thoracique, puisqu'on arrive sur la portion descendante de l'aorte. Donc ensuite, à partir de T4, ici, on met sur l'aorte thoracique. Pour résumer, on a l'origine de la crosse aortique qui est suivie par le sinus de Valsalva, donc dans la portion dite verticale, portion ascendante, qui s'étale sur 7 cm environ pour un individu moyen, adulte. Puis on passe à la portion horizontale qui elle-même a une longueur moyenne chez un individu adulte moyen de 7 cm. Et ensuite, voilà, une dernière portion qui va présenter un rétrécissement, comme on va le voir, après l'origine de l'artère subclavière gauche. Et donc ensuite, à ce niveau-là, on a le passage à l'aorte thoracique. On va mettre AT ici. Voilà. Le diamètre à l'origine est de 2 à 3 cm. Pareil chez un individu adulte moyen. Et on l'a déjà vu,
le sommet de la crosse aortique se situe à 2 cm de la partie postérieure de la fourchette sternale, 2 cm en dessous. Sur la portion horizontale, on retrouve, comme je vous l'ai dit, les vaisseaux les plus importants de la crosse aortique, à commencer par le tronc brachiocéphalique, ici, suivi en arrière par l'artère carotide commune gauche, puis l'artère subclavière gauche. Et donc c'est juste après ce vaisseau, la naissance, l'origine de ce vaisseau, qu'on a la présence d'un petit rétrécissement qui parfois peut être le siège. Donc ce petit rétrécissement s'appelle l'isthme de Staël. Et il est parfois le siège d'une malformation congénitale, souvent par exemple dans le syndrome de Turner, qu'on appelle la coarctation de l'aorte. Qu'on verra quand on parlera de l'anatomie pathologique de la crosse aortique. Et donc ensuite, dernière portion de la crosse aortique avant son passage en artère, en aorte thoracique. Puisqu'on a commencé à présenter les branches collatérales de l'aorte, on va continuer. Donc celle-là était les 3 principales, il y en a 2 autres, puisqu'on distingue des branches collatérales constantes et inconstantes. Donc pour les branches constantes, on a ces 3 vaisseaux, donc l'artère, le tronc brachiocéphalique artériel droit, qui donnera lui-même une branche, une carotide commune droite, et une artère subclavière droite. Donc on va les représenter aussi sur ce schéma-là. Voilà. Donc ici, on a le tronc brachiocéphalique qui devient branche artère carotide commune droite et artère subclavière droite également. Puis on a la naissance de l'artère carotide commune gauche. Et enfin, on va sectionner la première côte pour plus de clarté. Voilà. On a enfin l'artère subclavière gauche. Donc les 2 artères subclavières vont passer dans l'espace costo-claviculaire pour devenir les artères axillaires qui vasculariseront le membre supérieur respectif. Donc voilà pour les principales branches collatérales constantes. À cela, il faut ajouter les artères coronaires, droite et gauche. Alors, on a déjà représenté leur origine ici, la droite, la gauche. Donc ensuite, ces artères coronaires vont vasculariser le cœur. Donc l'artère coronaire droite va sillonner, au niveau du sillon atrio-ventriculaire droit, puis passer à la partie postérieure du cœur, toujours dans ce sillon, pour rejoindre le sillon interventriculaire postérieur et se diriger vers la pointe du cœur. Ensuite, l'artère coronaire gauche, elle, va naître donc à la partie latérale de la crosse aortique à son origine, juste après l'orifice sigmoïde, et donc se diviser en 2 branches, la branche interventriculaire supérieure ou antérieure
et l'artère circonflexe. Les 5 branches constantes collatérales de la crosse aortique sont donc les 2 artères coronaires droite et gauche, le tronc brachiocéphalique qui se divise en artère carotide commune droite et artère subclavière droite, l'artère carotide commune gauche et l'artère subclavière gauche. Maintenant, on peut voir les branches collatérales inconstantes, à commencer par l'artère thyroïdienne moyenne de Neubauer, ou en nouvelle nomenclature, on l'appelle l'artère IMA, comme ceci. On a également parfois, je vais les représenter d'une autre couleur, on va les mettre en orange clair ici. On aura une branche ou plusieurs pour le cône artériel, une branche qui normalement vient des artères coronaires. Pour le cône artériel ici, composé donc de la crosse aortique et du tronc pulmonaire bien sûr. On a également parfois des branches bronchiques, des artères bronchiques qui vont accompagner les bronches, donc à gauche comme à droite. Donc à droite aussi également, on peut avoir à la face postérieure de la crosse aortique une branche qui se dirige vers la branche souche droite, et on a également une branche œsotrachéale qui va rejoindre la trachée et l'œsophage pour participer à leur vascularisation. Voilà pour les éléments principaux de la crosse aortique. Dans la vidéo suivante, on va aller plus loin en abordant beaucoup plus la topographie de la crosse aortique. Et dans la vidéo encore qui va suivre, on abordera l'anatomie pathologique, enfin quelques éléments d'anatomie pathologique de la crosse aortique. Je vous remercie de votre attention.